Bonjour, bienvenue au symposium Art et Art. Nous sommes le 20 septembre 2005 et aujourd'hui nous allons inaugurer un nouveau cycle qui sera en histoire de l'art. Comme vous savez, jusqu'à maintenant, nous avons abordé la sociologie, la politique, l'économie, le juridique. Donc aujourd'hui, on va inaugurer l'histoire de l'art avec le symbolisme. Hélène Janin, qui est de l'Université de Paris 3, nous parlera de l'univers symbolique. Véronique Dumas nous parlera du peintre Osbert. Robert Doré d'Armand Point. Myriam de Palma de Chabas. Et je vous parlerai, je vous dirai quelques mots sur les peintres symbolistes dans le monde en introduction. Ou peut-être que M. Doré va commencer la communication. D'accord? Donc, M. Doré a fait un gros travail de recherche sur Armand Point. Je vous en prie. Voilà, je vais passer le catalogue de l'exposition que j'ai organisé il y a 2 ans. Que je vais montrer, d'accord. Donc, en même temps, d'accord, on le fera passer. Voilà, alors je me présente, je suis donc Robert Doré. J'ai fait une carrière d'ingénieur et après cette carrière, je me suis reconverti dans l'histoire de l'art. Ah oui, alors il faut recommencer, s'il vous plaît, parce que rien n'est enregistré. Oui, je me présente, donc je suis Robert Doré, j'ai fait une carrière d'ingénieur et après, à partir de 99, j'ai commencé des études à Paris 1 Panthéon-Sorbonne sous l'autorité de M. d'Aragon et je m'intéresse depuis à Armand Point. Armand Point, donc, c'est un peintre qui est né en 1861 et qui est mort en 1932. C'est un peintre qui présente 2 aspects principaux dans sa carrière, un aspect orientaliste et un aspect symboliste qui est le plus important. Il est né à Alger, dans les quartiers pauvres, dans une famille modeste. Il est très rapidement orphelin et il vient à Paris, il est inscrit au collège Rollin en 1870, mars 1870. Une excellente période pour découvrir la capitale française. Il est alors, 2 ans après, il est l'élève de Auguste Herzl, qui est un artiste relativement connu à l'époque, qui va lui enseigner le dessin et l'eau forte. Et Point, le jeune Armand manifeste des qualités très nette pour le dessin. Il est très attiré par le dessin et en classe de seconde, en 1877, il obtient un accessit au concours général de dessin d'imitation. En 1878, il a un peu le mal du pays et il quitte le collège Rollin brutalement et il rentre à Alger. Il va devenir là-bas l'élève d'Hippolyte Lazerge. Et il va commencer à peindre. Hippolyte Lazerge va le former à la peinture. Lazerge, c'est un peintre d'origine narbonnaise qui a une salle qui lui est consacrée au musée des Beaux-Arts de Narbonne, au musée d'art et d'histoire de Narbonne. Il donne un premier tableau important puisqu'il a en 1882 qui s'appelle Tunisie, campagne. Vous n'êtes pas dans le... Je sais pas, bon. Oui, vous êtes sur Osbert. Je suis sur Osbert. Attendez. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Non, attendez, excusez-moi, c'est cette histoire informatique qui m'a complètement... Voilà. D'accord, merci. D'accord, oui, d'accord, tout à fait. Donc... Voilà, alors ce premier tableau, c'est le résultat de la participation de Point à la campagne de Tunisie dans le cadre de son service militaire. C'est un tableau, donc, dont on voit le tableau principal en haut et des détails en bas. C'est un tableau qui montre des zouaves qui sont particulièrement fatigués dans une journée où ils ont parcouru 50 km en 2 jours en traînant des pièces d'artillerie. Et on voit des zouaves fatigués. Ça fait un petit scandale dans l'armée d'Alger quand Point a représenté des zouaves fatigués. Parce qu'à ce moment-là, les zouaves étaient héroïques et ne pouvaient être que toujours ultra dynamiques. La même année, il donne son autoportrait au fusain, fait également à Alger en 82.
où il montre sa passion de l'art déjà, qui est très marquée dans un regard très vif et qu'il va manifester tout au long de sa vie. Travaillant à Alger, il donne ensuite différents tableaux de la région d'Alger, comme cette diseuse de Bonaventure, qui montre déjà ses qualités de coloriste et ses qualités de composition. Il travaille ensuite à Boussada. Boussada, c'est une oasis qui est à 250 km au sud d'Alger. Et là, il va rencontrer encore plus de lumière qu'à Alger. C'est la grande lumière du sud. Et il donne deux tableaux importants. Le premier, c'est Cavalier arabe dans le sud, un tableau qui a été souvent représenté ces dernières années, où le point se montre très sensible à cette lumière, à la majesté du paysage et également à la majesté du cavalier qui chevauche un cheval blanc sous le grand soleil. Donc c'est un très beau tableau, et il en donne un autre également, la même année, qui s'appelle Halte dans le désert. Le tableau précédent est conservé au musée de Coutances. Halte dans le désert est donc un tableau du même genre, où le point montre aussi la majesté des chevaux, la majesté des cavaliers et la grande amplitude du désert sous la lumière. Il commence alors à venir en métropole, et il va donner des tableaux de l'Île-de-France, comme ce tableau qui s'appelle La joie des choses, conservé au musée de Nancy. La joie des choses, on montre une scène donc d'une jeune femme se promène dans la nature, en Île-de-France, sans doute dans les environs de Samoa. Et il va progressivement s'orienter vers le symbolisme quand il va rencontrer Joséphin Péladan, une grande figure du symbolisme et le créateur des salons de la Rose-Croix. Il se rencontre probablement en 1888. Si on regarde le tableau actuel qui est pour m'en présenter, le portrait de Madame Sacha Muron, un tableau réalisé en 90 qui n'est pas encore symboliste, mais qui montre une jeune femme dans la nature, dans la verdure. Ce tableau qui est présenté au Salon de 91 avec un autre qui s'appelle Caresse de soleil, qui est également très connu, eh bien, va faire l'objet de commentaires de Péladan. Et Péladan écrit « Ce jeune peintre sera un maître dès qu'il haussera son art au mythe. Point est appelé à prendre des femmes en âme, le noble destin d'artiste, car la matière ne peut jamais nous pousser au vulgaire. Il faut rester joli, sinon beau. » Et donc, cela va orienter les choix picturaux de Péladan dans les mois et dans les années qui suivent. Et au premier salon de la Rose-Croix, il présente des œuvres comme Caresse de lune, Androgyne, Perversité, au bord de l'Eurotas, des œuvres qui dénotent déjà un choix de sujet typiquement symboliste. Il s'installe à Marlotte au début de l'année 1892 et il va y vivre au moins les étés habituellement jusqu'à la fin de sa vie, donc pendant 40 ans. Il va recevoir là régulièrement des personnalités littéraires comme Bourges, comme Paul Fort, comme Henri de Régnier. Une fois, il recevra même Oscar Wilde. Et des critiques artistiques, des artistes. Il reçoit aussi Mallarmé, il reçoit Camille Mauclerc, il reçoit des élèves aussi, Borghild Arnesen, et je n'en cite que quelques-uns. Au salon des Rose-Croix de 93, donc le deuxième salon. Celui-là, c'est celui-ci ? Oui, celui-là. D'accord. Il montre beaucoup de dessins, l'un qui s'appelle Sommeil et l'autre qui s'appelle Tête de rêve. Un dessin qui va être représenté très fréquemment dans les années 1976, notamment par Pincus Witten dans ses premiers travaux sur les Rose-Croix. Les œuvres de Point sont alors imprégnées de mysticisme. Ils représentent principalement des figures féminines nues ou en longue robe, dans une lumière assourdie. C'est terminé la grande lumière d'Algérie, ou même les lumières assez fortes encore de l'Île-de-France, où on est dans des lumières assourdies. La palette de points évolue vers des gris, des ocres, des mauves, alors qu'auparavant, il traite des couleurs plus vives.
Le tableau Âme d'automne que nous voyons maintenant est bien caractéristique de ses œuvres. Il représente ici Hélène Linder, sa compagne de l'époque, dans un paysage donc de feuillage. Et ce tableau sera en particulier remarqué par Toulouse-Lautrec au salon de la Société nationale en 1994. Point continue ensuite et donne un tableau qui s'appelle Baigneuse au laurier, qui j'ai choisi comme couverture de l'exposition de 2003 à Bourron-Marlotte, un tableau qui est peut-être aussi celui que Point expose sous le titre de Viviane. On reconnaît ici, en effet, on peut penser reconnaître le petit lac de Compère, qui est si magnifique, qui a une lumière si magnifique, et où Viviane a rencontré et séduit l'enchanteur Merlin. Un thème du Moyen-Âge que Point a peut-être pris dans son amitié avec Stuart Merrill notamment. L'année suivante, il va faire son premier voyage en Italie avec toujours Hélène Linder, et à Pise, il est séduit par les fresques du Camposanto, notamment celle de Benozzo Gozzoli, et il écrira quelques mois après: Benozzo Gozzoli, le premier, grava fortement son nom dans notre mémoire. Il fut l'initiateur, celui par qui s'ouvrirent les portes de la grande nécropole de l'art, de l'Italie ensevelie dans les cloîtres, les églises et les musées. Le premier, il manifesta à nos yeux la puissante beauté de la fresque. Il poursuit son voyage à Florence, où il reste très longtemps, et il produit là-bas un tableau qui représente Hélène Linder, la Dame à l'anémone, et puis un autre portrait de cette Hélène Linder, que nous voyons ici, un dessin au crayon, où l'importance de la ligne s'affirme, et la richesse du décor, un décor qui est en partie inspiré des œuvres de Botticelli. Il s'inspire alors des techniques anciennes qui l'ont beaucoup séduit, notamment au Camposanto, des techniques de la fresque et des techniques de la peinture à l'œuf. Il va donner, sur une commande de l'État, une fresque qui s'appelle Avril, qui est représentée ici par une étude préliminaire au dessin. Avril, c'est une fresque qui est conservée au musée d'Orsay, mais qui est dans un état de délabrement un peu navrant. Il donne aussi L'Espérance et la douleur, une grande composition à deux personnages qu'il réalise selon la peinture à l'œuf et dont on peut voir en Marlotte les grandes linéarités. Non, elle n'est pas représentée celle-là. Les grandes linéarités à la mairie de Bourron. Au salon de la Rose-Croix de 86, il dessine l'affiche qui représente Persée décapitant Émile Zola. C'est une affiche manifeste qui démontre l'opposition du symbolisme au réalisme. Le réalisme est très peu apprécié par Péladan, même chez la peinture impressionniste, mais tout particulièrement dans les romans de Zola. Et on a ici donc l'opposition de Péladan qui se manifeste. Péladan a excommunié Zola quelques années auparavant, et là c'est Point qui représente celui-ci décapité par Persée, qui avait, dans les périodes mythologiques, qui avait tué la Méduse, qui était la plus cruelle des trois gorgones. Donc ici, un acte fort qui va susciter des oppositions virulentes de certains critiques qui soutiennent Zola, et qui va susciter aussi un article de Zola quelques mois plus tard. Point en 1897, l'année suivante, fait un deuxième voyage en Italie avec Bourges. Il est subjugué par la puissance des œuvres de Michel-Ange, mais à la même époque, Hélène Linder va s'éloigner un petit peu, et il la représente encore dans des panneaux en plusieurs versions, dont nous voyons ici un très beau dessin, Princesse à la licorne. Elle s'éloigne un peu, l'influence du Moyen-Âge vient, elle est stylisée, Hélène Linder est stylisée selon les canons grecs, son expression est plus dure que dans les œuvres précédentes.
Il en sera de même dans le tableau suivant, qui est le plus célèbre de Point, la sirène, un tableau qui sera réalisé en 2 versions. La sirène, c'est celle qui attire Ulysse, qui est dans son périple, et qu'on voit apparaître au fond. La sirène, donc par ses chants, attire Ulysse. Elle essaie de l'attirer, mais elle n'y parviendra pas. Mais on voit déjà son visage et son expression tout à fait selon les canons grecs également. Et ce tableau sera très célèbre. Il va être exposé dans des quantités d'expositions à partir de 1968. Point donne encore une représentation d'Hélène Linder en 99, une représentation purement graphique, Parfum de Mimosa, où il affirme sa parfaite maîtrise du dessin. Il va se séparer d'Hélène Linder à la fin de cette année, et 2 ans après, il épousera une très jolie Danoise, Helga Vecke, en 1901, et il en aura un fils qui sera prénommé Victor. Quelques années plus tôt, il a inauguré, sur des idées de William Morris, et également probablement transmise par Stuart Merrill, qui est un de ses grands amis. Stuart Merrill, poète américain, mais qui écrira uniquement en français. Stuart Merrill, vraisemblablement, va lui parler de ce terrain des pré-raphaélites et du terrain développé, des tentatives développées par William Morris, qui veut développer un art populaire et établi à partir des préoccupations des artistes du Moyen-Âge et des artistes des pré-raphaélites, notamment Burne-Jones. Donc il institue à ce moment-là, dans son atelier de Marlotte, où il n'a jusqu'à présent fait que des œuvres graphiques, il développe une confrérie qui s'appelle Haute-Claire, et cette confrérie va produire principalement des coffrets avec une âme en bois et des panneaux émaillés qu'il réalise avec toute une équipe d'artistes artisans. Comme vous voyez ici, ce coffret au pan, qui est une des belles pièces du musée du Petit Palais, qui sera exposé dans la prochaine présentation du musée, quand celui-ci rouvrira dans quelques mois. Donc un coffret très riche avec des thèmes moyenâgeux aussi, et des thèmes aussi tirés du registre chrétien. Un autre coffret qui est également célèbre et qui est exposé au musée d'Orsay, c'est le coffret d'Ophélie, qui représente Ophélie, un thème que les Rose-Croix reprennent à des artistes antérieurs, le romantisme et puis les pré-raphaélites également. Donc ce coffret est réalisé selon la même technique. Ensuite, Point va réaliser après 1900, il se trouve un petit peu en retrait des grands courants comme le fauvisme et puis tard le cubisme, et il fait encore des grandes compositions mythologiques. Notamment, il peint Orphée et Eurydice, et une très grande composition qu'on voit ici qui s'appelle L'effort humain, qui est une toile de 8 mètres sur 4, donc qui représente l'effort de toute l'humanité, des hommes et des femmes de tous âges qui remplissent le tonneau des Danaïdes, une œuvre assez pessimiste, sans doute influencée par son ami Élimir Bourges, qui écrit à ce moment-là son grand roman La Nef, qui est également une œuvre très pessimiste sur le devenir de l'humanité. Il fait également des portraits à cette époque, comme La Dame aux luttes, qui est vraisemblablement un portrait de sa deuxième femme, Helga Vecke, qu'il représente dans une tenue extraordinaire. Elle joue du luth dans une robe étonnante, un tableau qui est conservé à la Côte Saint-André et qui a été récemment restauré. Tableau de 1906. Il représente également jusqu'à la fin des personnages, essentiellement des femmes, comme la Rose des Ruines,
on voit ici une femme en méditation devant un paysage de montagne avec un décor de monuments antiques ou gothiques. Enfin, en fin de carrière, il se tourne vers le paysage de façon assez surprenante et il va réaliser des paysages en plein air. Pendant la guerre de 14, il vit à Crozant, il s'est éloigné de Bourron-Marlotte, qui est tout près du front. Il vit à Crozant, il rencontre Guillaumin, avec lequel il va sympathiser. Guillaumin qui est beaucoup plus âgé que lui et qui travaille à Crozant depuis plusieurs décennies. Il sympathise et il se met à peindre sur le motif, notamment ce tableau qui s'appelle Rivière dans la vallée. Il en peindra beaucoup d'autres. C'est une vue de la Cédelle, un petit affluent de la Creuse. Les années suivantes, entre 19 et 24, il se déplace à Murol, qui est un petit village près de Saint-Nectaire, dans le Puy-de-Dôme. Et là encore, il va travailler à des paysages, mais là, il va travailler surtout l'hiver. Et il nous donne quelques très beaux paysages, comme celui-ci, la couche gelée, qu'il peint dans la neige, les pieds dans la neige en partie. Et vous voyez ici donc la couche gelée, un détail, et puis le panneau complet, qui est une grande harmonie de bleu et de rose, lors d'un soleil couchant sur la vallée de Jassa, à côté de Murol. Un autre tableau, c'est dans le même style, mais avec des tonalités totalement différentes. C'est Soir d'hiver en Auvergne, effet de neige, pas l'année suivante, en 1924. Quelle est actuellement l'actualité de Point et l'actualité du symbolisme? Dans le domaine de l'orientalisme, il a été remis en évidence par la publication de divers ouvrages sur la peinture en Algérie. Et le tableau, le cavalier arabe dans le sud, a été présenté à l'exposition de Delacroix à Renoir. Et il a fait l'objet d'un commentaire favorable. Point a été qualifié d'orientalisme de premier ordre. En ce qui concerne la partie symboliste, le symbolisme a réapparu, comme je le disais au début, en 1968, lors de l'exposition des salons de la Rose-Croix de Pincus-Vitaine. La sirène, comme je l'ai signalé, a été présentée de nombreuses fois, et Point a fait l'objet d'une exposition à la Galerie Coligny en 1981, d'une exposition particulière. L'exposition Paradis perdu, organisée à Montréal en 1995, a généralisé un peu l'importance du symbolisme et l'a montré à l'État européen qui était déjà apparu en 1976, et deux œuvres de Point ont été exposées, et la série d'expositions des peintres de l'âme, montrée d'abord à Ixelles en 1999, puis dans différents pays européens, a toujours présenté un nombre important d'œuvres d'Armand Point. Enfin, l'exposition de Bourron-Marlotte, que j'ai eu la joie d'organiser, a montré près de 45 œuvres de Point, qui donne, elle aussi, un exposé, une vue générale sur la carrière de l'artiste. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Doré. Bravo. Merci beaucoup. Oui, bien sûr, on va faire passer le catalogue. Voilà, puis je vais céder la place. Vous pouvez rester ici. Non, ils vont peut-être venir là, non? Non, ça c'est plus simple. Bon, oui. comme vous voulez. Voilà. Donc, madame, vous avez travaillé sur Osbert, d'accord. Je suis coincé, je suis désolé. Restez assis, je vous en prie, il n'y a pas de problème. Alors, Véronique Dumas, qui va nous parler d'Osbert. Il y a un livre que vous avez sorti, je crois, non? Alors, on va le montrer aussi. Voilà. Merci. Voilà. Alors, Véronique Dumas a écrit un livre sur le peintre symboliste Alphonse Osbert, qui a été édité par les éditions du CNRS. Voilà. Quelle année?
vient de paraître au mois de mai dernier. Alors donc en 2005, hein. 2005. Voilà. Voilà. Très bien. Et puis, si je comprends bien, dans la revue de l'art 2003, c'est ça? 2003, exactement. Il y avait un article de vous sur le peintre symboliste, pardon, Alphonse Osbert, excusez-moi, et les salons de l'art Rose-Croix, revue de l'art, numéro 140 2003, avec des illustrations, je pense, donc pour ceux que ça intéresse. Voilà. Et ça, c'est un autre document, recherche en histoire de l'art. Bon, alors, je vous écoute. On va peut-être prendre les documents. Donc Alphonse Osbert. Je vous écoute. Oui. Alphonse Osbert est né à Paris en 1857 et mort dans la même ville en 1939. Osbert commence sa formation artistique en suivant d'abord les cours de dessin de Barnoin dans une école de la ville de Paris. Puis en 1877, il s'inscrit à l'école des Beaux-Arts sous la direction d'Henri Lehmann, un élève d'Ingres, qui est alors réputé pour l'importance qu'il accorde au dessin. C'est dans cet atelier que vous voyez donc sur la photo représentée. Il se lie d'amitié avec d'autres artistes comme Ernest Laurent, Alexandre Séon, Edmond Amangean et le célèbre Georges Seurat. Donc sur cette photographie, on voit en particulier Osbert et Seurat. Osbert donc est le troisième assis donc en bas à droite, à partir de la droite, et Seurat est le sixième debout sur la gauche. En 1880, Osbert quitte l'école des Beaux-Arts et débute sa carrière au Salon des artistes français, où il présente une peinture très conventionnelle. Les 3 premières années, il expose des portraits qui s'inspirent de ceux du peintre Bonnat, un ami de la famille qui est devenu, depuis son départ de l'école, son principal conseiller, donc à la suite de Lehmann. En 1883, à la suite d'un voyage en Espagne, il montre son attirance pour la peinture espagnole. C'était la photo précédente. Voilà. Donc ici, la dernière autopsie d'André Vézal en est le premier témoignage. Osbert choisit d'illustrer l'autopsie d'André Vézal et s'inscrit ainsi dans la tradition de la peinture d'histoire. Simplement, il tire son sujet de l'histoire de la science, plus exactement de l'histoire des mœurs, et réduit donc l'histoire à l'anecdote. Avec cette œuvre, Osbert s'inscrit aussi dans la tradition du goût pour les dissections et fait référence aux scènes tragiques de la peinture espagnole, notamment au martyre de Saint-Barthélemy de Ribera. Cette scène produit un effet dramatique et Osbert l'obtient principalement par un rendu très réaliste de l'anatomie et par le jeu des muscles qui sont ici exagérément tendus. L'effet dramatique provient aussi de cette composition qui est basée ici sur une diagonale et par les violents contrastes d'ombre et de lumière. D'autres œuvres de cette période montrent qu'Osbert est aussi très largement influencé par Velázquez. La photo suivante. La fileuse, ça. La fileuse, peinte en 1885, a été exécutée à partir d'une esquisse rapportée d'Espagne, faite à partir du tableau de Velázquez, Les Fileuses, qui est conservé au Prado. En 1886, l'année où Seurat expose sa grande jatte, Osbert peint Saint-Paul l'Ermite. Vous voyez le contraste entre la grande jatte et Saint-Paul l'Ermite ici d'Osbert, qui est une œuvre qui se rattache encore à la tradition et où la lumière est rendue toujours par de fortes oppositions de masses sombres et de masses claires qui donnent au corps un relief très puissant. Osbert reste ancré dans l'académisme jusqu'en 1887, date à laquelle il rencontre Puvis de Chavannes. Et cette dernière rencontre est décisive dans l'évolution du peintre. Il abandonne alors définitivement cette technique du clair-obscur qu'il a apprise donc à l'école et s'oriente
désormais vers un art beaucoup plus décoratif où la ligne et la couleur jouent un rôle important. C'est encore à cette époque, autour de 1887, et vraisemblablement sous l'influence de son ami Seurat, qu'Osbert côtoie régulièrement au Salon des Indépendants, que l'on situe ses premières recherches sur la lumière et ses effets sur la couleur. Il étudie entre autres à cette époque le célèbre ouvrage de Chevreul sur la loi du contraste simultané des couleurs, dans lequel le chimiste développe des théories dont l'artiste va se servir pour fonder les principes de sa nouvelle peinture. Alors ici, vous avez une vue, un panneau donc du diptyque Fraîcheur matinale et mystère du soir, qui a été conçu en 1888 et qui atteste donc ce brusque changement d'esthétique. Osbert retient du principe de Chevreul que deux couleurs juxtaposées s'influencent mutuellement, chacune imposant à l'autre sa complémentaire. Alors ici, le bleu domine sur l'ensemble de la toile, correspondant aux zones d'ombre, et donne au tableau une atmosphère quelque peu irréelle et étrange, alors que l'orangé du soleil couchant agit sur les parties encore éclairées, notamment ici sur le corps de cette figure féminine. Les thèses du chimiste inspirent Osbert sur deux autres points, le choix et l'assortiment des couleurs régis par des règles d'harmonie. Vous avez d'autres œuvres plus tardives, comme celle-ci, donc l'hymne à la mer de Beauvais ou l'adieu au soleil, qui est réalisé en 1893, qui montre que l'artiste organise désormais ses compositions sur la seule opposition du bleu et de l'orangé, un arrangement que le chimiste, que le scientifique avait considéré comme le supérieur à tout autre. À partir de 1890, la carrière d'Osbert prend un nouveau tournant lorsqu'il quitte le Salon des artistes français pour rejoindre Puvis-de-Chavannes à la Société nationale des beaux-arts. L'influence du décorateur est alors de plus en plus présente, comme en témoigne ici l'entretien du soir, peint en 1893, ou les fleurs du soir de 1894. Ces deux tableaux révèlent en effet le goût nouveau d'Osbert pour un agencement décoratif de l'espace, notamment dans l'étagement des plans en hauteur et le choix d'un horizon très haut à la manière donc des estampes japonaises. Le dessin également devient beaucoup plus synthétique et la touche également est de plus en plus réduite à l'aplat, ce qui accentue l'aspect décoratif de ses œuvres. L'apogée de la carrière d'Osbert se situe principalement entre 1892 et 1900. Il participe alors aux manifestations symbolistes les plus importantes. Il prend part, entre autres, aux réunions et aux expositions organisées à la plume par Léon Deschamps, le fondateur de la revue. À cette époque, Osbert est aussi très proche des Nabis, avec qui il expose à Saint-Germain-en-Laye dès 1891, puis chez le bar de Bouteville à partir de 1893 et jusqu'en 1897 à l'exposition des peintres impressionnistes et symbolistes. L'attrait pour le décor, qui unit Osbert à Maurice Denis, l'amène aussi à être invité chez Bing, dans sa boutique La Maison de l'Art Nouveau, qu'il ouvre en décembre 1895. Osbert collabore également à la revue L'Art et la Vie, qui fonde en 1896 son propre salon artistique, spécialement réservé aux artistes de l'âme. L'initiative de ce salon revient à Maurice Pugeot, directeur et fondateur de la revue, et surtout à l'un des rédacteurs, Gustave Soulier, qui est un ami de l'artiste. Osbert entretient des relations très étroites avec la revue et fréquente ainsi régulièrement les réunions organisées au théâtre de la Bodinière, où il en rencontre Alexandre Séon, Schwab, Ibels, Valadon et Félicien Rops. Osbert est surtout connu aujourd'hui pour avoir été l'un des plus fidèles représentants des salons de la Rose-Croix, qui ont été organisés par Joséphin Péladan de 1892 à 1897. Alors l'ordre de la Rose-Croix a été fondé la même année que le salon de la Société nationale des beaux-arts, et il voulait s'affirmer à son tour dans la création en fait d'un autre salon, donc pour rivaliser avec la Nationale des beaux-arts. Alors
Préoccupé du sujet plus que de l'exécution, Péladan avait accueilli des artistes de tendances diverses. On trouvait des traditionalistes dans la lignée de Cabanel ou des peintres qui appartenaient plus ou moins au groupe de Pont-Aven et avaient subi la leçon de Gauguin comme Émile Bernard. Une autre branche dérivait de Puvis-de-Chabannes avec Osbert, Maurice Chabas, Armand Point, Alexandre Séon et Amand Jean, et une autre issue de Gustave Moreau était représentée essentiellement par Carlos Schwab, Jean Delville et Fernand Knopf. Alors on va revenir peut-être aux photos précédentes avec Harmonie Virginale et voilà celle-ci s'il vous plaît. Donc, lorsque Osbert commence à exposer au Salon de la Rose-Croix, il ne crée pas un style propre au salon. Ce n'est qu'aux alentours de l'année 1894, comme on atteste ici Harmonie Virginale, qu'il commence à créer un style particulier, plus uniforme. Et ce sont surtout les tableaux des 2 dernières années du salon, donc en 1896 et 1897, qui sont les plus caractéristiques de ce style de la Rose-Croix. Ce sont, comme vous le voyez ici, des paysages de forêt dans lesquels apparaissent des figures féminines aux attitudes hiératiques. Et ces Chants de la nuit, donc, qui a été réalisé en 1896, est incontestablement l'une des œuvres les plus caractéristiques donc, de ce nouvel univers qui est né précisément au Salon de la Rose-Croix. L'apogée de la carrière d'Osbert correspond donc à une période d'intense activité liée principalement à un solide réseau d'amitié entre artistes d'une part et littérateurs d'autre part. Osbert va même jusqu'à créer son propre cercle littéraire et artistique et organise dans son atelier des réunions les 3 premiers vendredis de chaque mois. Il regroupe autour de lui des journalistes, des critiques d'art, des peintres, des sculpteurs et des musiciens. La plupart des hommes de lettres qui fréquentent l'atelier fournissent à Osbert l'occasion de s'exercer à l'illustration. L'artiste apporte ainsi sa collaboration à des publications de bibliophiles destinées à valoriser l'estampe. Il publie notamment, comme vous le voyez ici, donc un dessin dans l'édition de luxe de La Plume du 15 décembre 1894 qui représente une muse assise sur un rocher contemplant la mer. Finalement, une iconographie qui ne diffère pas des tableaux de ces tableaux de Chevalet. Et en 1895 également, il réalise 2 autres lithographies, dont vous avez ici Rêverie en la nuit et La jarre couronnée, qui a été réalisée d'après un texte de Marcel Schwob, qui paraissent dans le recueil d'estampes qu'édite L'Épreuve, une nouvelle revue en fait d'avant-garde qui a été fondée par Maurice Dumont. Osbert réalise également un frontispice pour le Lys dans la vallée de Balzac en 1906, dont vous avez ici 2 épreuves qui sont annotées de la main de l'artiste avec des remarques de l'éditeur. Osbert réalise également un ouvrage pour enfants en 1909 qui s'intitule « Des histoires et des images ». Osbert se voit confier également des couvertures, notamment celle des Petites Littes de Jules Mazet en 1899, du Ressuscité de Fernand Hauser en 1901, de Pierre Lynne de Jacques Ballieu en 1903, et ici donc du recueil de poèmes d'Henri Degrand, qui s'intitule « Pèlerinage vers l'automne » et qui a été édité par La Plume en 1905. En participant aux nombreux salons et expositions qui se sont déroulés depuis le début des années 1890, l'artiste s'est fait connaître auprès d'un large public. Il a été largement soutenu par la presse et par les jeunes revues symbolistes, ce qui lui a valu une place de premier rang sur la scène artistique. 2 expositions personnelles couronnent son succès. La première se tient à la galerie Georges Petit en 1895 et la seconde a lieu à la Galerie des artistes modernes en 1899. Cette même année, 1899, donc, Osbert participe au Salon d'art religieux de la revue Durindal à Bruxelles. Il obtient ensuite une médaille de bronze à l'exposition universelle de 1900 pour une toile qui s'intitule « Poème du soir » qui est conservée aujourd'hui au musée d'Évreux.
Et la même année, il reçoit une commande d'une série de tableaux destinés à présenter un spectacle au théâtre de la Baudinière. Alors, il s'agit d'illustrer le thème « La France vers le Nil ». L'artiste réalise 50 paysages avec comme sujet les croisades de Saint-Louis, l'exposition Napoléon en Égypte, dont vous avez ici le paysage avec Sphinx, et la mission du commandant Marchand, qui revient tout juste d'Afrique, et dont vous avez là l'illustration de Fort de Say, qui est en fait la copie conforme d'une photographie qui se trouvait dans les documents que le commandant Marchand avait prêté à Osbert pour illustrer son périple. Ce spectacle s'inscrit dans la tradition du théâtre d'ombre, tel que Henri Rivière l'a mis en place au Chat Noir à la fin des années 1880. Plusieurs artistes ont collaboré au projet. Charles Moret se charge de réaliser les silhouettes qui doivent animer les paysages d'Osbert et illustrer les aventures de chaque expédition. Le poète Marc Legrand s'occupe du récit des péripéties et Georges Guiraud, un ami d'Osbert, chef de chant des concerts colonnes et responsable de la partie musicale. Au-delà de 1900, alors que les principaux acteurs du mouvement symboliste évoluent vers d'autres horizons, Osbert prolonge sa carrière en se tournant vers la décoration murale. C'est effectivement au cours de cette période, après avoir tenté plusieurs concours en vain pour la décoration des mairies de Paris et sa banlieue, qu'Osbert se voit confier d'importantes commandes, en particulier dans la ville de Vichy. Alors, il entreprend d'abord l'installation complète à la manière de Guimard, donc d'une petite salle de repos et de travail dans une villa de la ville baptisée Douchka. En plus du mobilier, notamment une cheminée, un meuble d'appui et 2 bibliothèques, l'artiste conçoit 2 panneaux, ce sont les 2 panneaux précédents, Harmonie d'automne et Sérénité. L'harmonie d'automne et Sérénité, donc le suivant, qui est achevé en 1901 et exposé à la Société nationale des beaux-arts la même année. Alors le sujet ici correspond à un univers poétique idéal et se rattache directement à la pensée symboliste. Le peintre ne cherche pas à décrire un événement, mais plutôt à évoquer des sensations, des sentiments ou des états d'âme, comme c'est le cas donc pour Sérénité. Dans Harmonie d'automne, Osbert exalte précisément la saison de l'automne à laquelle il ajoute une sensation qui correspond à son propre sentiment d'harmonie face à la nature. L'artiste utilise les mêmes motifs que dans sa peinture de chevalet des années 1895-1900, conforme à l'époque au salon de la Rose-Croix. L'eau en particulier, qui apparaît dans le lac d'Harmonie d'automne, occupe une place importante et Osbert l'associe à la figure féminine comme dans de nombreux tableaux antérieurs. Il faudrait peut-être revenir à la photo précédente qui montre le décor suivant d'Osbert. Il s'agit là donc de la 2e commande d'Osbert pour l'établissement thermal de Vichy en 1903. Donc il réalise 2 fresques sur les thèmes du bain et de la source qui rappellent les vertus curatives donc des eaux de la ville thermale. Alors ces 2 peintures occupent les tympans de droite et de gauche des galeries du premier étage dans un espace de 15 mètres de long sur 9 mètres de haut. Alors comme Puvis de Chavannes, dans son été de l'hôtel de ville, Osbert a très bien résolu le problème de la porte centrale en plaçant des personnages de part et d'autre. L'influence de Puvis de Chavannes est surtout sensible au niveau de la composition, basée sur une succession... Merci. Basée ici donc sur une succession de plans horizontaux qui sont déterminés précisément par les différents éléments du paysage et qui sont coupés verticalement par les lignes formées par les personnages. Le bain est encore plus proche du style du décorateur, notamment la partie droite, qui rappelle en particulier le célèbre tableau donc, de Puvis de Chavannes, Les jeunes filles au bord de la mer. En 1913, Osbert réalise cette décoration pour la ville de Vichy, toujours. Il s'agit du chœur de l'église Saint-Louis,
qu'il décore d'une longue frise sur le thème de la gloire du règne de Saint-Louis. Cette composition s'étend dans un espace horizontal en hémicycle et mesure 12 mètres de long sur 2 mètres de haut. Osbert a divisé son espace en 5 panneaux. On a une vue beaucoup plus rapprochée donc du panneau central. Qui représente ici le roi Saint-Louis, donc au centre et au pied du chêne légendaire de Vincennes, entouré donc par sa mère Blanche de Castille. 2 chevaliers représentent de part et d'autre les 2 croisades menées par le roi, et 2 allégories assises sur le marchepied du trône symbolisent l'histoire et les institutions de Saint-Louis. De part et d'autre de ce panneau central s'organisent 2 frises, l'une composée des personnages religieux de l'entourage de Saint-Louis, l'autre est formée par les représentants de la guerre. Osbert complète cette décoration en 1917 par des motifs à caractère liturgique qui occupent l'espace laissé libre au-dessus de chaque colonne. Ce ne sont pas les seules décorations d'Osbert. Ce dernier a exécuté en 1911 le plafond du nouveau conservatoire de musique et de déclamation de Paris, aujourd'hui disparu, sur le thème « Le retour du jour ». C'est la 2e illustration. Merci. Donc la scène ici se déroule au bord de l'eau, sur un rivage bordé au loin par une forêt. À l'extrême gauche de la composition et en tête de cortège, on trouve d'abord l'aurore qui dissipe la brume du paysage. Elle est annoncée par 3 muses sonnant de la trompette. Dans la partie inférieure, la terre et la nature se réveillent et le jour se lève à droite, suivi d'un cortège de muses. Osbert a maintes fois représenté le thème des saisons, des heures du jour et plus particulièrement celui de l'aurore, moment de la journée avec le crépuscule qu'il affectionne le plus. Mais le retour du jour ici évoque plus largement l'idée du cycle de la nature. Osbert décore ensuite entre 1911 et 1913 la salle des séances de la mairie de Bourg-la-Reine, dont les panneaux sont encore proches du style de Puvis-de-Chavannes. Osbert choisit d'illustrer ici les âges de la vie, un thème largement utilisé dans la peinture symboliste. Les 2 toiles qu'il intitule « Vers l'avenir » et « Vers le passé » mettent en scène 2 couples de personnages qui se font face, l'un symbolisant la jeunesse qui est traitée comme une idylle, l'autre la vieillesse. Il s'agit ici de l'affrontement de 2 regards, celui de la jeunesse tourné vers l'avenir et celui de la vieillesse tourné vers le passé. Au thème des âges de la vie, Osbert associe comme bon nombre de symbolistes et comme dans la décoration précédente, celui des heures de la journée. La première scène avec le jeune couple se déroule au petit matin, alors que la seconde a lieu le soir au coucher du soleil. Donc ainsi s'opposent les 2 moments extrêmes d'une journée. Osbert en fait marque le parallèle qui existe entre la nature et les hommes vivant au même rythme, suivant des cycles réguliers. D'esprit purement symboliste, ces 2 panneaux font plutôt référence au déroulement de la vie et au temps qui passe. En fait, Osbert cherche à renouveler les schémas conventionnels propres à la peinture décorative ainsi que la thématique traditionnelle liée aux salles des mariages. En 1920 et jusqu'en 1928, Osbert décore la salle des mariages de l'île Saint-Denis. Il exécute, comme vous le voyez ici, un premier panneau sur le mythe d'Orphée, qu'il expose à la Société nationale des beaux-arts et qui lui vaut d'en être sociétaire. Alors ce panneau s'intitule « L'éternelle chanson » et met en scène Orphée jouant de la lyre dans un paysage qui est très proche de celui du bois sacré de Puvis-de-Chavannes. Autour de lui se groupent différents personnages, des couples d'amoureux qui sont captivés par la musique qui leur inspire l'amour, le repos et la sérénité. Les autres panneaux de cette décoration reprennent le thème des saisons, le printemps, l'été, l'automne et l'hiver, représentés par des figures allégoriques.
Le dernier panneau de la salle reprend un thème encore inhabituel pour les décors de mairie. Il s'agit de la musique et de la danse. Les sujets de cette dernière décoration sont en totale rupture avec le programme traditionnel des décors de mairie. Osbert abandonne la représentation plus classique de la République et les thèmes qui sont généralement associés aux salles de mariage. Il utilise l'allégorie non plus pour traduire les convictions idéologiques de la République, mais pour évoquer un autre univers intemporel et entièrement idéalisé. Alors la décoration murale, comme on l'a vu, donc, occupe la majeure partie de la carrière d'Osbert après 1900. Mais parallèlement, l'artiste continue d'exposer. Il est présent chaque année aux expositions des Amis des Arts dans la France entière et à l'étranger, ainsi qu'à la Société nationale des beaux-arts. Sa carrière est couronnée le 11 février 1934 par sa nomination au grade de chevalier de la Légion d'honneur. Est-ce qu'on pourrait, est-ce que vous pouvez m'excuser, est-ce qu'on est un peu court là dans le temps? Est-ce qu'on pourrait, là vous nous avez présenté une photo de l'artiste dans son atelier? Oui. Il y a une raison? Donc en fait, c'était pour vous montrer donc que cet atelier d'Osbert a été sauvegardé par la fille de l'artiste. Là, vous l'avez donc, vous avez ici une photographie qui représente l'atelier d'Osbert en 1898 avec l'artiste posant devant son chevalet et à l'arrière-plan donc son épouse jouant du piano. Et donc cet atelier a été sauvegardé jusqu'en 1990. Là, ce sont des vues que j'ai prises peu de temps avant le déménagement par le musée d'Orsay, donc qui vous montre l'atelier dans son dernier état, donc en 1990, avant que le fonds ne soit légué au musée d'Orsay. Les murs ont été également légués à l'Académie des Beaux-Arts, donc pour y accueillir des artistes étrangers. L'atelier a été restauré depuis. Et le mobilier, donc, que vous voyez ici, a été légué dans la famille de l'artiste. Et c'est géré par qui, donc, l'atelier? L'Académie des Beaux-Arts. D'accord. Donc la famille a fait une donation, a fait une dation ou... Oui, en fait, un legs, mais c'est... legs. Oui, c'est ça. D'accord. Donc, je vous remercie. Et on va donner la parole à Hélène Janin, qui va nous parler plus globalement de la notion d'univers symbolique. Et ensuite, on pourra conclure avec une autre personne qui nous parlera donc de Chabas. Oui, pas de problème. Elle est dedans? D'accord, ok. Venez. Ouais. Non, c'est bon, c'est bon. C'est là. Voilà. Donc, c'est un travail que je réalise actuellement en préparation de la thèse que je prépare à l'Université Paris 3 sous la direction de Bruno Pequignot. Donc, c'est un travail en cours et vos commentaires et vos remarques seront les bienvenus. Je vous remercie par avance. Donc, univers symbolique ou symboliste, je l'ai intitulé de fiction en fiction, la surveillance en filigrane. En fait, mon thème principal est le thème de la surveillance et je vais l'utiliser comme motif, comme fil conducteur de mon exposé. Et j'ai voulu utiliser le terme de filigrane parce que... Oui, il faut recommencer, Hélène, parce que rien n'est enregistré. Donc, l'univers symboliste ou l'univers symbolique, de fiction en fiction, la surveillance en filigrane. Je vous présente ici quelques réflexions en cours sur une thèse que j'ai en préparation et que je prépare à l'Université Paris 3 sous la direction de Bruno Pequignot. La surveillance est un thème qui revient dans des fictions. J'ai voulu l'utiliser comme fil conducteur de mon étude et j'ai utilisé le terme de filigrane car c'est un motif qui revient fréquemment et qui me sert de trame. Et à la surveillance est souvent associée l'idée de transparence, d'où cette idée que j'ai eue d'utiliser la filigrane qui est un motif semi-transparent. Donc, univers symboliste, j'ai repris ici quelques vers de Baudelaire, correspondance, où il définissait
où il parlait de la pratique des correspondances qui permettait d'unifier et de relier. Et il a évoqué donc l'idée des synesthésies, c'est-à-dire des équivalences sensorielles, des sensations qui ne sont pas enfermées dans un domaine, mais qui débordent de leur domaine. Parmi les œuvres que j'étudie, ces œuvres peuvent recouper des films ou des livres, des romans. Et l'une des œuvres que j'étudie est Brazil, qui est un film de Terry Gilliam qui a été projeté en 1984. Et Terry Gilliam écrit justement « J'aime créer des échos entre les échos. Chaque chose réfère à d'autres choses et si vous ne le comprenez pas, ça va. Mais ce que j'aime vraiment avec les gens qui commencent à comprendre, c'est que lorsqu'ils veulent trouver mort et qu'ils commencent à creuser et qu'ils découvrent, et alors ils découvrent, et alors c'est comme des fouilles archéologiques. Le film peut être comme une fouille archéologique. Et donc, Terry Gilliam, lui aussi, parle d'écho, de correspondance, et donc j'ai voulu adopter une démarche de type symboliste, c'est-à-dire essayer de voir s'il y avait des correspondances entre les œuvres que je me proposais d'étudier et qui ont pour paramètre unificateur celui de la surveillance. Donc, ces réseaux de correspondance peuvent être de plusieurs types. Correspondance qui s'exerce à travers plusieurs supports. Donc, on voit les correspondances de livre à livre, de film à film, ou alors de livre à film. Soit ceci est nettement visible parce qu'il y a eu des adaptations de certaines œuvres, ou alors parce qu'il y a tout simplement des correspondances de type textuel, visuel ou pictural. Les œuvres étudiées présentent un mélange des genres. Ça peut aller de la science-fiction, de la politique-fiction, l'espionnage, la contre-utopie ou la dystopie. Certaines œuvres, par exemple 1984, étant d'ailleurs parfois classées dans l'un ou l'autre de ces genres. Donc la frontière n'est pas forcément évidente. Donc les œuvres concernées, là c'est un exemple, c'est une liste qui n'est pas définitive, mais par exemple 1984 de George Orwell, Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, Votre tout-puissant serviteur qui est une nouvelle de William Tenn, Alphaville, film de Jean-Luc Godard, Le prisonnier, série télévisée, THX 1138, film de George Lucas, Brazil de Terry Gilliam, 1984 de Michael Radford, une adaptation du livre, Equilibrium de Kurt Wimmer, Globalia, Jean-Christophe Ruffin, et The Island, Michael Bay, qui est un film en fait qui vient de sortir, que l'on voit actuellement sur les écrans. Donc, les raisons de leur création sont diverses. Il y a l'influence du vécu, l'intertextualité, l'observation. Terry Gilliam, par exemple, dit qu'en fait, il n'a rien inventé, enfin, qu'il n'a pas tout inventé en tout cas, et qu'il s'est beaucoup basé sur l'observation pour écrire, pour faire le film qu'il a fait. L'inconscient collectif. Par exemple, justement, Terry Gilliam dit qu'il n'a jamais lu le livre 1984, et lorsque son film est paru, les gens lui ont dit « Ah, on dirait que c'est inspiré de 1984, mais en tout cas, ce que vous avez fait, c'est en train d'arriver. » Et lui a répondu « Mais c'est peut-être dans l'inconscient collectif, puisque moi, je n'avais pas lu 1984. » La qualité de la réception, à savoir, certains critiques ont dit que la France était une terre de prospective inquiète et que par conséquent, peut-être, certaines œuvres pouvaient être mieux reçues en France que dans d'autres pays. Et l'opportunisme, il semble que la surveillance soit un thème à la mode. Et pourquoi pas, dans ce cas, faire une œuvre sur ce sujet. Alors jusque-là, justement, les explications de la création des œuvres reposaient beaucoup, en tout cas pour les œuvres littéraires, sur l'intertextualité. J'ai pris l'exemple de 1984, et donc Éric Fay, dans son ouvrage « Dans les laboratoires du pire », a retracé les influences qui avaient pu
peser sur la création de 1984. Mais si on adopte une démarche de type symboliste, c'est-à-dire si on essaie d'établir des correspondances entre ces œuvres, par exemple, il me semble que 1984 emprunte beaucoup au surréalisme. Par exemple, le protagoniste Winston pratique l'écriture automatique. Je vais vous lire, par exemple, un extrait. Winston se réveilla et se redressa. Son attention se concentra de nouveau sur la page. Il s'aperçut que, pendant qu'il s'était oublié à méditer, il avait écrit d'une façon automatique. Et à plusieurs reprises, il écrit de cette manière-là. Le rêve, Winston rêve de sa mère. La pratique de l'hypnose, qui est une pratique qui est utilisée par le pouvoir en place. La liquidation du monde, à savoir, dans 1984, les gens disparaissent, ils sont liquéfiés ou évaporés, donc ils disparaissent par liquidation. Et dans les surréalistes également, les métaphores aquatiques sont extrêmement présentes, au point que Marie-Claire Blancard, qui est une spécialiste des surréalistes, en a proposé une lecture aquatique. Et liquidation, à prendre au propre comme au figuré, il s'agit d'un monde que l'on liquide et qui est liquéfié. Dans 1984, le héros Winston se réfugie, ou en tout cas rend visite à un antiquaire qui est pour lui une manière de s'évader, et les surréalistes, eux, aimaient chiner, aimaient aussi visiter les antiquaires. Les affiches, très présentes dans 1984, mais que l'on présente, qui sont aussi très très importantes pour les surréalistes, puisque souvent ils se promenaient dans la rue et ils étaient attirés par cela. Et enfin, Océania, qui est l'un des continents décrits dans 1984, c'est celui sur lequel vit Winston. Et en fait, les surréalistes, eux, avaient refait une carte du monde dans laquelle les îles, dans laquelle les arts océaniques avaient une grande importance. D'autres types de relations, je poursuis avec 1984, des relations picturales. Par exemple, il me semble que le monde qui est décrit dans 1984, qui est un monde déshumanisé, rejoint de beaucoup certaines œuvres qualifiées de surréalistes. Par exemple, ici, vous voyez le jardin italien de Giorgio de Chirico. Sans compter que le surréalisme est également, en particulier, un mouvement urbain. Autre type de correspondance visuelle, donc ici sur cette œuvre, sur cette peinture de Chirico, on voit bien un monument avec des arcades, et dans une des œuvres que j'étudie, qui est Le Prisonnier, on voit également que le lieu de pouvoir est un lieu où il y a de nombreuses arcades. Autre type de correspondance visuelle, à gauche de cet écran, vous voyez l'affiche de Brésil, ou en tout cas ce qui a été un projet d'affiche pour Brésil. Donc il s'agit en fait de couloirs d'archives, et dans Le Prisonnier, le générique nous présente effectivement une vue sur un couloir dans lequel sont réparties des archives de part et d'autre. Et donc finalement, on a presque l'impression que Brésil pourrait correspondre à un gros plan de l'image faite pour Le Prisonnier. Donc il y a des correspondances de type thématique parce qu'on est dans un univers extrêmement symbolique. Par exemple, l'aigle qui est souvent associé au pouvoir. Ici, donc dans Brésil, on pourrait dire une forme d'aigle, plus ou moins. Et dans Le Prisonnier, l'aigle est également présent sur les monuments. Donc ici, on en voit un de part et d'autre du dôme. Correspondance des formes.
Donc il y a des escaliers rectilignes, tournants, le cercle, l'iris et le mouvement giratoire. Par exemple, la circulation des personnages est très importante dans tous ces ouvrages. Dans THX 1138, les personnages avancent souvent de manière circulaire, et dans Alphaville également, il y a un critique, Bertrand Roussel, dans un article qu'il a intitulé sur l'espace et la géométrie d'Alphaville de Jean-Luc Godard. Ce critique a montré que les personnages évoluaient par circonvolution de manière circulaire autour des différents objets de la pièce. Donc c'est une illustration, l'œil. Ici, vous voyez également un cercle. Là, un escalier en haut à gauche en forme de conque. En haut à droite, c'est une vue prise de manière plongeante. Autre type de correspondance, les tubes et les boyaux qui sont tout à fait présents dans la plupart des œuvres. Les tubes et les boyaux existent dans 1984, mais également dans Brasil, où là j'ai mis en photo une scène du restaurant. Le quadrillage également. Quadrillage dont il est fait référence dans la plupart de ses œuvres, donc dans les livres. Par exemple, j'ai mis ici des extraits de Fahrenheit 451 ou de 1984, mais également on retrouve ce quadrillage sous forme éventuellement de cages ou de cellules dans Brasil ou dans THX 1138. Et dans sur cette dernière diapositive, vous pouvez également voir une thématique qui est aussi très très symbolique, qui est la thématique du blanc, que l'on retrouve également citée dans plusieurs d'autres ouvrages. Merci beaucoup Hélène. C'était une autre façon de voir aussi le symbolisme, parce que nous sommes dans l'art, donc il ne faut pas oublier aussi notamment les symbolismes, comme vous le savez, ont été très importants dans le monde de la poésie. On ne l'abordera pas aujourd'hui, mais Hélène nous a permis de faire un petit voyage dans d'autres domaines. Alors maintenant, je vais donner la parole à un autre artiste qui s'appelle... N'oubliez pas d'appuyer sur... Alors, donc, je donne la parole à Myriam de Palma. Mais mes illustrations, en fait, elles sont sur... Oui, allez-y, si vous voulez, si vous êtes plus à l'aise là, il n'y a pas de problème. Alors, comme Hélène vous parlait, je me suis permis de vous montrer le catalogue d'une très belle exposition qui avait eu lieu à Londres sur les pré-raphaélites. Il s'agit donc de la collection de Andrew Lloyd. Et il y avait dedans deux artistes qui sont considérés comme des symbolistes. Donc je vous ai présenté des œuvres de Burne Jones. Vous aviez vu peut-être en même temps. Et de l'artiste qui s'appelle John Everett Millay, qui est très connu pour cette œuvre magnifique qui est rentrée dans l'histoire, qui est donc Ophélie. Voilà. Donc je ferai circuler ce catalogue si vous le voulez. Et par ailleurs, je me suis permis de vous montrer aussi un livre sur Gustave Moreau, que je ne vous recommanderai pas du tout, parce que contrairement à cette collection qui généralement est magnifique, qui est donc découverte Gallimard, on ne peut pas dire que ce soit extraordinaire. Les photos sont le plus souvent coupées, vous voyez, par exemple comme ça, sans parler du texte qui est parfaitement inintéressant. Bon. Même si c'est un conservateur de musée, il faut vraiment le dire, parce que pour quelqu'un qui aime Gustave Moreau, c'est vraiment très très décevant. Ça vous évitera de l'acheter. Donc Myriam de Palma parlera de Chabas. Je vous en prie.
Bonjour, je vais vous parler de Maurice Chabas, un artiste important mais injustement oublié du symbolisme. On le voit ici dans son atelier dans les années 1900, Neuilly-sur-Seine. La qualité esthétique et l'ampleur de son œuvre ainsi que le mouvement de pensée auquel il a participé ont cristallisé mon intérêt pour un artiste qui poursuivit tout au long de sa vie une quête spirituelle. L'imagination et le désir d'innovation de Maurice Chabas l'amena à diversifier sa technique par ailleurs habile en usant d'une purification et d'une simplification de la forme. L'œuvre, dans un premier temps académique, se rallia aux tendances symbolistes proches de Puvis de Chavannes. Par la suite, il fut tenté par les techniques néo-impressionnistes et symboliques. À la fin de sa carrière, sa peinture devient de plus en plus éthérée, lumineuse et colorée, ce qui l'amena à se tourner vers l'abstraction, qui se prête selon lui naturellement à la communication des mystères de la religion. C'est dans l'autre sens. Maurice Chabas naquit le 22 septembre 1862 à Nantes au sein d'une famille érudite et cultivée. L'aîné des 3 enfants, comme de coutume, reprit la maison de commerce familiale. Ici, on voit un cliché du ragoûteux, donc le commerce de la famille Chabas à Nantes. L'aîné, Maurice et Paul, entrèrent très jeunes à l'Académie Julian. Tous les deux connurent la gloire, mais si Maurice fut tout au long de sa vie animé par un idéal qui ne fit que s'exalter jusqu'à sa mort, Paul, par contre, fut surtout un peintre mondain. C'est en ces termes que le célèbre historien André Castellone décrit ces 2 artistes qu'il a bien connus. Tandis que Paul, chaque matin, besognait, en faisant joliment tremper le charme enfantin de son jeune modèle dans les criques paisibles de l'île, Maurice, avant de se mettre à peindre, contemplait. Je le verrai toujours, les bords de son chapeau rabaissés sur les yeux, la tête levée, la barbe au vent, s'imprégnant de l'âme du paysage, de cette terre, de cette eau, de ce ciel qu'il allait faire revivre de ses doigts de magicien. L'année de sa sortie de l'Académie Julian en 1888, il eut l'honneur d'être choisi pour la décoration de la salle de mariage de la mairie du 14e arrondissement. Très jeune, il fut honoré de l'amitié des élites de son temps, de la reine Élisabeth de Belgique, d'éminents savants, d'illustres écrivains. Ici, nous voyons la rétrospective Maurice Chabas qui eut lieu à Bruxelles en 1952, où l'on peut voir la reine Élisabeth contemplant les œuvres spiritualistes de Maurice Chabas en compagnie de Germaine Chanteau-Chabas, la fille de l'artiste. Maurice Chabas fut un fervent défenseur des Rose-Croix et participa à tous leurs salons de 1892 à 1897 où il fut très remarqué. Au premier salon Rose-Croix, il présente Ératicité, très commentée par la presse, dont voici 2 extraits. Une des plus suggestives toiles du salon, une foule immense poussée en avant comme un troupeau, comme entraînée dans un mouvement de rotation, s'élance sans pouvoir reculer jamais. Beaucoup cherchent à se maintenir, à résister à la marée montante. Mais c'est en vain que l'angoisse les tord, il faut errer. Puissante symbolisation des luttes éternelles et des douleurs infinies de l'existence, où chacun inconsciemment porté par les événements, invinciblement entraîné par la force des choses, arrive à son terme. Et également, Chabas, dans son tableau de l'ératicité, nous transporte en plein monde astral avec sa grande chevauchée des âmes dans l'immensité éthérée. Il est un des premiers à avoir carrément abordé l'occulte avec son pinceau. On ne conserve malheureusement pas d'illustration de cette œuvre, mais elles étaient proches probablement de celle-ci. On voit effectivement les âmes diaphanes qui s'envolent dans les cieux. On peut pas zoomer, non? Pour qu'on s'en rende compte, parce que là, on ne voit pas très bien. Non. Ouh là là. Non, c'est pas facile. Là, j'ai fait une mauvaise. Non, allez-y, parce que je sais. Mauvaise manœuvre. Ah, là, c'est mieux, non? Oui, ça part, oui. Puis en plus, voilà. Puis sur son ordinateur, les internautes peuvent très bien zoomer eux-mêmes. Voilà. Donc il n'y a pas de problème. Une autre en couleur. Maurice Chabas est un ami de l'astronome Camille Flammarion. Là, on voit en fait l'influence de la photographie stellaire, de l'astronomie. En 1893, Maurice Chabas expose au Salon Rose-Croix « Voix de l'au-delà ». Effectivement, Maurice Chabas était convaincu de l'existence d'une communication entre les défunts et les mortels.
Il a peint de nombreuses œuvres comme des visages tendus en transe vers l'écoute de voix d'outre-tombe ou encore des jeunes femmes surprises par une vision d'esprit. Ici, on voit un visage en extatique, donc traité en pointillés colorés. Donc, ce sont des œuvres extrêmement différentes les unes des autres. Très pointilliste, là. Oui, c'est très personnel, en fait, comme art. Ici, donc, une jeune femme surprise par une vision d'esprit. Donc, une œuvre très ondoyante. Voilà. Et avec l'aisance matérielle, Maurice Chabas s'installe aux 3 Villas Sainte-Foy à Neuilly-sur-Seine. Dans son atelier se crée un centre de réunion où se retrouvent d'éminentes personnalités comme Camille Flammarion, Joséphin Péladan, Maurice Maeterlinck, Édouard Chouret. Sa fille Germaine Chanteau-Chabas nous décrit la teneur de ces discussions qui convenaient si bien à la vision spirituelle syncrétiste de Maurice Chabas. Le yogi parlait des forces de Brahma, Chouret de l'enseignement des grands initiés de leur tradition. Léon Bois le suivait en l'appliquant aux philosophies spirituelles. Lévi Brul aux découvertes anciennes, Péladan Rose-Croix. Le professeur Richet commandait au psychisme par l'esprit intérieur humain. Camille Flammarion les entraînait tous à travers les cosmos infinis des étoiles, où ils rencontraient bien un principe éternel, mais pas de religion. Ce qui n'empêchait pas le père Festugière de lui serrer la main au départ. Ici, nous voyons donc la Villa Sainte-Foy, Neuilly-sur-Seine. Sur la droite, Maurice Chabas, à gauche, son modèle. Ici, un tableau donc, du modèle qui a été présenté et primé au salon en 1904 devant les études. Ces réunions perdurèrent jusqu'à la Première Guerre mondiale. La fréquentation de ces intellectuels ainsi que la lecture des grands penseurs aussi bien d'Orient que d'Occident, du passé que du présent, introduisirent chez Maurice Chabas comme une sorte de conscience prophétique, précisément créatrice de formes, qu'il nommait la mission de l'artiste. Celui-ci devait explorer et exprimer l'infini dans le fini afin d'aimanter l'âme du spectateur vers les sphères supérieures. L'art se devait d'être éducateur, voire rédempteur. Maurice Chabas voyait l'esthétique comme une science mystique au pouvoir réel mais insoupçonné. L'artiste avait le pouvoir d'élever et de rabaisser les mentalités de la société selon l'orientation de son art. Le 22 mars 1914, à la section d'art de l'Ordre de l'Étoile d'Orient, il donne une conférence qui est très évocatrice en fait de ses préoccupations esthétiques. Le titre, c'est du rôle social de l'art, sa puissance de suggestion considérée comme mode d'évolution de l'individu et des collectivités. Ce texte est fondamental pour appréhender les conceptions esthétiques de Maurice Chabas. L'art est vu comme une entité animée, agissante, à contrario d'un objet statique et inerte, et l'artiste est décrit comme un véritable centre de force qui participe par ses œuvres au grand courant de l'évolution de l'humanité. En 1915, il rencontre son âme sœur en la personne de Gabriel Sturm-Casteller. Donc nous voyons ici un portrait. Voilà. Celle-ci se trouve rapidement le milieu des artistes et tient un salon littéraire dans son appartement dont Maurice Chabas devient la figure de proue. Tous les jeudis, ils prirent l'habitude de se rendre à Juvisy-sur-Orge chez leur ami Camille Flammarion, où ils étudient la science du cosmos étoilé, ou encore assistent au ballet de la Loewe Fuller qui se déroule sur la grande pelouse qui s'étale devant l'observatoire. En comparant les clichés photographiques de la Loewe Fuller avec les visions d'outre-tombe de Maurice Chabas, on peut constater une extrême similitude des attitudes et de l'envol des tissus. Donc ici une photographie conservée au musée Rodin de la danseuse américaine et l'éveil après la mort de Maurice Chabas. Les deux artistes étaient également fascinés par le spiritisme et ainsi Maurice Chabas aurait donné une vision tout à fait différente en fait de la danseuse américaine, de celle séduisante et enjouée qu'offraient d'autres peintres et sculpteurs de l'époque. À la fin de sa carrière vieillissant, lorsqu'éclate la Seconde Guerre mondiale, Maurice Chabas se déclare désormais convaincu de son impuissance à affronter et vaincre les désastres qui ravagent le monde. La période du repliement sur soi et du retrait du monde étant venue pour Maurice Chabas,
Sa pensée pourra pleinement s'épanouir jusqu'à l'obtention d'un état d'extase mystique quasi permanent qui lui permettront d'élaborer des étranges mais puissantes fantasmagories de sa dernière période picturale. Ici, nous voyons les 9 sphères, donc une œuvre quasiment abstraite qui ne se dit plus que le tournoiement des sphères dans le cosmos. Maurice Chabas écrit « Il me faut tout oublier pour tout apprendre à nouveau, apprendre tout dès le début, sans limiter la recherche au domaine du formel. » C'est à Versailles qu'il se retire très diminué. Physiquement, François Mauriac lui écrira « Vous avez compris la nécessité de vous oublier vous-même à la contemplation. » Le 11 décembre, il mourra seul. 11 décembre 1947, il mourra seul, volontairement seul, loin de l'affection de ses proches et amis intimes. Ici, c'est un cliché pris par Jean Marchand, un ami de Maurice Chabas de la fin de sa vie. Je vais vous présenter à présent l'œuvre spirituelle de Maurice Chabas. Son œuvre spirituelle se dessine en 2 versants. Le premier est constitué par les méditations de jeunes femmes contemplatives qui rêvent d'une Arcadie disparue ou de delà divin. Ici, nous avons une œuvre qui fut présentée en 1895 au Salon Rose-Croix, intitulée Idéal Pays. Donc une œuvre inspirée de l'Antiquité. Ces tableaux sont révélateurs d'une espérance qui se concrétisera au fil du temps en la conviction d'une survie après la mort lorsqu'il décrira directement ce monde enchanteur de l'au-delà. Tournant le dos au spectateur, émerveillés par des paysages magiques, elles ont la réminiscence du temps où leur âme s'assimilait à la perfection, à l'harmonie de la nature. Ici, nous avons Pensée d'au-delà, datée de 1912. Le diptyque Calme et méditation, conservé au musée de Poznan, privilégie l'expression d'état d'âme. Maurice Chabas se confine au monde des idées. Le moment qu'il exprime est éternel et l'ensemble respire une élégiaque sérénité. Vêtue d'un voile, la jeune femme n'est pas individualisée. Elle est-elle une vigile intemporelle qui médite sur l'humanité? Au milieu du paysage désolé qui la cerne, la jeune femme est l'archétype du dénouement, de la solitude irrémédiable. On ne peut s'empêcher de songer aux pauvres pêcheurs de Puvis de Chavannes. Sur l'autre volet du diptyque, la proue du bateau s'avance, les falaises dorées sont comme ensoleillées et se couvrent d'un petit bosquet, et l'étendue d'eau grisâtre vire en une teinte plus limpide, plus bleutée, comme si l'avancée du tableau, telle la destinée humaine qui progresse, mène à la lumière, à la vérité. Maurice Chabas a peint de nombreuses contemplations. Ce sont des œuvres pétries de brume, aux couleurs sourdes, où le plus souvent le tronc d'un arbre protège la songerie de la jeune femme. Ici, nous avons un tableau conservé au musée du Petit Palais. Un autre qui démontre en fait les dons de coloriste de Maurice Chabas avec un splendide coucher de soleil. Une autre encore, plus proche de l'esthétique Nabi. C'est quoi ça? C'est de l'aquarelle? C'est une gouache. Ah, c'est une gouache. Oui, avec son réalisme des couleurs, des aplats cloisonnés. L'autre versant de l'œuvre de Maurice Chabas, la transcription de l'au-delà, infiniment plus rare, traitée sporadiquement dans l'histoire de l'art, inaugure par la grâce de Maurice Chabas une vision inédite, personnelle et intrépide de l'art religieux. C'est sans doute un exemple unique dans la peinture contemporaine que celui d'un artiste qui, non content d'exprimer la poésie de la nature, s'emploie à nous dévoiler les paysages de l'au-delà. Ces créations spiritualistes élaborées dans l'isolement et la quiétude constituent la preuve significative d'un total renouvellement de son art, de l'aboutissement d'une longue vie de questionnement et de recherche. Situées à l'opposé de ses œuvres intitulées Méditation et Contemplation, empreintes de regrets, de douce morosité et de doute quant à la raison et la finalité de la vie, elles explosent dans un bouillonnement frémissant et pétillant d'existence transcendante. Ici, effectivement, nous voyons une âme auréolée de virgules colorées, très différente en fait des œuvres contemplatives de sa période précédente. Dès la fin du XIXe siècle, Maurice Chabas peint ses envolées d'âme qu'il synthétisera de façon croissante. Celles-ci seront le symbole de ces domaines difficilement communicables qu'il a pu pressentir, aborder même. Il écrit, c'est l'inspiration d'en haut qui doit guider notre main, et non les questions d'école et de métier.
Maurice Chabas, poussé par ses inspirations intérieures, prend cette note dans l'un de ses petits carnets. Il ne faut pas œuvrer dans l'esprit de son époque, mais dans celui qui, par notre méditation, s'informe en nous, même s'il est au-delà du jamais vu, et de ce qui semble à notre raison l'inacceptable. On ressent ici, en fait, l'irrésistible aspiration des âmes donc, vers les planètes. Ça, c'est une œuvre donc, datée de la fin du XIXe siècle. Ici, une œuvre plus tardive, où le tableau est traité, en fait, en virgule colorée, qui joue avec les pleins et les vides. Une autre proche d'un vitrail d'une mosaïque avec des aplats colorés cernés. Une autre encore qui sera en fait l'un des jalons qui mènera à l'abstraction, où les figurines ascensionnelles qui montent vers les astres sont environnées par des arabesques géométriques. Pour conclure, je dirais que Maurice Chabas fut un voyant qui a créé des œuvres vibrantes de sa conviction d'une vie posthume. Elle demeure l'un des témoignages les plus tangibles d'une époque où la métaphysique et l'art cheminaient conjointement. Voici une œuvre de la fin de sa vie où en fait il ne subsiste plus que les forces giratoires tumultueuses du cosmos et où toute en fait référence à une matérialité ont disparu. Ça fait penser à un autre artiste symboliste qui a pratiquement fait la même œuvre, qui est je vous le dirais, un Hollandais. C'est incroyable, il y a une œuvre qui est pratiquement identique. Je vous la montrerai, je l'ai là. Ouais. Assez étonnant. Ouais. C'est terminé. Voilà, c'est terminé. Ben, je vous remercie beaucoup. Vous avez une très jolie voix qui est très agréable. Merci. C'est vrai. Voilà, je vais vous demander tous les trois, l'un après l'autre, qu'est-ce qui a fait que vous êtes intéressé à cet artiste, Osbert par exemple? Ça vient d'où cette recherche? C'est un coup de cœur au départ, en fait, quand j'ai découvert les fresques de l'établissement thermal de Vichy. Ah voilà, d'accord. Oui, c'est lorsque vous êtes allé à Vichy, vous avez vu ça vous a plu. En fait, j'ai découvert le bain, plus précisément, qui était reproduit dans une revue ancienne, l'art décoratif, en 1903. Et bon, ça a été le coup de cœur. Donc j'ai voulu voir le bain. Je suis allée à l'établissement thermal et là, je me suis dit bon, si mon directeur de recherche accepte que je travaille sur cet artiste, ce sera mon premier travail. Voilà. Et vous, Monsieur Doré? Oui, moi, c'est des circonstances. S'il vous plaît, n'oubliez pas. Ouais. Ce sont des circonstances un peu familiales puisque ma mère a connu la dame que vous avez vue représentée sur le grand tableau. Viviane? Non. Sacha Muron que j'ai présentée au début. Oui, on va regarder son catalogue. Vous avez le catalogue de Monsieur Doré? Non, c'est pas dans le catalogue. Je l'ai montré, dans votre mais dossier, c'est pas dans le catalogue. Faites voir que je me remémore l'origine. Voilà. C'est ça, c'est ce tableau. D'accord. Donc c'est... Ce tableau et divers documents sur Armand Point que donc ça c'est parti de là. Ma mère a hérité plus. Pour vous c'est parti de là. Plus tardivement, et puis j'ai rencontré ensuite M. Thiebaud, conservateur à Orsay. Je lui ai parlé d'Armand Point et il m'a dit. Et donc qui est cette personne, excusez-moi? C'est une personne qui s'appelle Sacha Muron, mais qui a été l'ami d'un ami de collège de Point et qui est resté lié avec lui et que Point a peint en 1890. Et donc j'ai des lettres. C'est le lien qui a fait que vous êtes intéressé. C'est le lien et puis le fait que M. Thiebaud au musée d'Orsay m'a dit que Point n'avait jamais été étudié. Comme je cherchais un sujet d'étude pour. J'avoue mon incompétence. Je ne connaissais pas du tout Point. Je ne connaissais pas. Et Chabas alors? Vous vous intéressez au salon Rose-Croix. Maurice Chabas est un artiste qui a participé à tous les salons Rose-Croix. Aucune étude n'avait été effectuée à propos de cet artiste. J'ai eu la chance en fait, de découvrir ses descendants, qui avaient donc des archives c'était très passionnant. J'ai vu qu'il était lié à Camille Flammarion, donc la surtout Camille Flammarion, c'est un monsieur extraordinaire. Donc tous les milieux spirites, projeter les œuvres de Maurice Chabas, accompagné de poésie, des musiques, et puis ses relations avec les écrivains de l'époque et tout, une œuvre très très diversifiée qui était en fait difficile finalement à catégoriser. Parce qu'on voit, finalement, lui, il parle dans ses peintures, c'est toujours le grand passage, en fait. Voilà, et en fait, c'est toujours cette quête mystique qu'il recherche. Mais c'est très clair chez lui. Donc, il y avait tout un aspect philosophique à l'arrière de ça. Tu vois bien. Et justement, c'est typique des symbolistes, parce qu'il ne faut pas oublier que les symbolistes, c'était vraiment un courant philosophique extraordinaire. Donc, j'avais préparé tout un travail sur les poètes, etc. Mais il ne faut pas oublier de citer peut-être, ne serait-ce que pour les peintres, donc vous l'avez cité Pierre Puvis-Chavannes, c'est pour la France, Gustave Moreau. Certains parlent aussi d'Henri Fontaine-Latour.
pas toujours, mais certains font référence à lui. Odilon Redon, bien entendu, qui est absolument magnifique. Eugène Carrière, certains l'assimilent au symbolisme, je ne suis pas tellement d'accord, mais... Ah oui, Bernard Bois aussi voulait nous montrer quelque chose, il a toujours des documents très intéressants. Edmond Amand-Jean, que je ne connaissais pas non plus, merci. Lucien Lévy-Durmer, qui fait des très belles peintures aussi, Armand Point, donc voilà, Chabas. Paul Sérusier, qui avait écrit notamment, qui a fait aussi le talisman, le fameux talisman, hein, que j'avais aussi à vous montrer ici, mais on n'a plus le temps, donc je donne la parole en priorité aux intervenants extérieurs. Gauguin, bien sûr, on a fait référence aussi, il a été très important pour les symbolistes. En Belgique, il ne faut pas oublier Félicien Rops, qui a fait un travail magnifique. Fernand Kopf, James Ensor, Jean Delville. En Hollande, c'est justement Jean Europe qui a fait une toile incroyable, pratiquement la même, je l'ai là, je la montrerai, elle est absolument incroyable. C'est dommage, je ne pouvais pas la projeter là parce que j'avais trop d'images, donc elles ne sont pas passées. En Espagne, il y a aussi Adria Gual-Queralt. En Angleterre, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, Sir Edward Burne-Jones, qui a fait cette magnifique œuvre. Je vous ai montré assez longuement. Ce sont des anges, toute une troupe d'anges, vous l'avez peut-être vu, qui est absolument magnifique, qui fait à peu près 2,50 m de haut, qui est absolument magnifique. John William Waterhouse, qui a fait donc cette magnifique œuvre avec Ophélie. George Frederick Watts, William Blake. Non, excusez-moi, j'ai fait une bêtise, c'est John Everett Millais pour Ophélie, hein, et John William Waterhouse. Donc ça, ce sont des grands symbolistes aussi. En Italie, on a Giovanni. Plus anciens. Oui, c'est-à-dire qu'on les range aussi dans les pré-rabbins. Voilà. Mais ce sont eux qui ont en fait. Là, j'ai pas mis toute la mouvance, mais voilà. Ils ont inspiré ou ils sont mieux après. Voilà. Alors, Italie, Giovanni Segantini, je ne connaissais pas non plus. C'est grâce à vous, j'ai pu m'intéresser à ça, je vous remercie, parce que c'est un très beau sujet. Et j'ai surtout réalisé, parce que c'est Bernard Bois et vous qui étiez, en fait, c'est grâce à vous qu'on a pris ce sujet. Mais en fait, on réalise que la plupart des artistes symboliques que l'on aime, on ne les relie pas toujours aux symbolistes, en fait. Hein. Par exemple, Munch, que j'adore, qui est norvégien, il fait partie du grand mouvement symboliste. Hein. Alors, en Russie, donc Munch, comme vous savez, est norvégien. En Russie, on a Mikhail Vrubel et Martyros Sergeyevich Saryan, qui est un des fondateurs du groupe des symbolistes russes de la rose bleue, hein, qu'on appelle la Golubaya Roza. Excusez mon russe, il est vraiment approximatif. Et alors, il y a naturellement les Suisses magnifiques, notamment Ferdinand Hödler, qui est absolument magnifique. Hein? Et puis Vallotton. Oui, Vallotton aussi, oui. Vallotton. Arnold Böcklin et Carlos Schwab. Et il y a deux gouffres de Nunc William. C'est quoi ça? Deux gouffres de Nunc. Et il est belge, c'est ça? C'est un Français qui a travaillé beaucoup en Belgique. Ah, c'est un Français qui a travaillé en Belgique? Il est né en France. Ah oui, c'est un Français. Mais je ne savais pas si c'était un Français ou un Belge. Et Jacek Malczewski, qui est polonais. Qui est polonais, ça? Ouais. D'accord, voilà. Il y a eu une exposition à Orsay il n'y a pas très longtemps. Où il et était présenté. Franz von Stuck. Il ne faut pas oublier aussi. Voilà, il y a des artistes russes qui sont exposés actuellement. Oui. Et il y a notamment Repin, qui est un artiste extraordinaire, qui est très peu connu. Est-ce qu'il est symboliste? Il est symboliste russe. Donc on le montre. Nous connaissons surtout s'il n'est pas symboliste, on ne monte pas ce soir. Repin, c'est un travail magnifique. Surtout ce tableau qui va être exposé à Orsay depuis hier. Alors j'ai oublié le manuscrit aussi de Rémi Tourmont, oui, qui s'appelle le symbolisme. Donc attendez, excusez-moi. Donc Ivan Kramsky, c'est ça? C'est celui d'à côté. Si contre, d'accord. Donc là vous dites c'est Nikolai. C'est à gauche. Nikolai Gay, ils ont écrit là. C'est ça? Mais il y a les pages suivantes aussi, on voit les tableaux de Repin. Mais ça c'est le réalisme engagé des ambulants. Donc c'est un travail, voilà, le tableau de gauche. Oui, mais ce ne sont pas des symbolistes, ça? Si, ce sont des bon peintres symbolistes russes. C'est exposé avec les arts décoratifs. Ah oui, parce que c'est pas le même esprit que... Ah bon, c'est considéré comme symboliste. Un artiste... D'accord, donc dans Connaissance des arts, la russe, seconde moitié du 19e siècle. Alors oui, je montre... donc Franz von Stuck, j'ai une photo aussi de lui, c'est lui qui avait fait un... C'est très érotique, très un peu...
C'est très beau, oui. Pervers. Oui, oui. Oui, avec la. D'ailleurs, c'est intéressant, personne n'en a parlé, mais la symbolique de la femme dans le symbolisme est absolument. C'est là, je le démon. Ah oui, vraiment, c'est tout à fait grands contrasté, hein, oui, ça c'est clair. Hein. Il y a eu une exposition Ouais. à Paris sur le symbolisme de la femme il y a Oui, environ 15 ans. oui. Comme vous dites, un peu traité de façon perverse, mais de façon magnifique. Hein. Pas toujours perverse. Non, mais pas toujours, Chez mais Van Stuck, ou mais angélique, pas chez d'autres. oui, oui, mais c'est magnifique aussi, c'est très beau. La revue blanche, alors c'est ça? Alors voilà, donc c'est le manuscrit de Rémy Gourmont. Ah oui, je prie de m'excuser, je vous interromps Bernard, mais on n'a pas parlé quand même le grand manifeste de Moréas du symbolisme. Ça, c'est la littérature, Voilà. c'est ce qui a Oui, mais précédé la peinture. mais tout se très tient, hein, important. c'est-à-dire que c'est très important. Là aussi j'avais le texte, mais bon, Alors, si on donc, fait un gros là-dessus. livre, on mettra tout dedans, quoi. Hein. Le symbolisme, donc c'est le manuscrit de 7 pages de Rémy Gourmont qui a été publié pour la première fois dans la revue blanche que j'ai. Donc ça, c'est accolé à- écrit de la blanche main de Voilà, de Rémy de Rémy Gourmont. Gourmont, Donc c'est là, un manuscrit. j'aurais dû mettre des gants, je prie de m'excuser Bernard. Et donc, à côté, c'est la réédition de chez Zatkin, la revue blanche. L'article est paru en juin 1892, premier semestre 92, le symbolisme de Rémy Gourmont. Alors, je vais citer simplement quelques phrases clés. Oui. On croit le moment bon pour le dire avec sincérité, avec naïveté. À cette heure, il y a 2 classes d'écrivains, ceux qui ont du talent, les symbolistes, ceux qui n'en ont pas, les autres. C'est clair. L'un des éléments de l'art est le nouveau, élément si essentiel qu'il institue presque à lui seul l'art tout entier. La liberté en art est encore et demeurera longtemps encore incomprise. Si l'on veut savoir en quoi le symbolisme est une théorie de liberté, une absolue licence d'idées et de formes, j'invoquerai les précédentes définitions de l'idéalisme, dont le symbolisme est après tout qu'un succédané. Le symbolisme pourra être considéré par nous comme le libre et personnel développement de l'individu esthétique dans la série esthétique, d'où un délicieux chaos, un charmant labyrinthe. Voilà, cette manière de comprendre l'art exclut l'artiste médiocre qui ne détient, cela va sans dire, rien d'éternel dans son personnel. Donc cet écrit a été publié et fait partie des grands écrits comme Sur le Moréas symbolisme. au symbolisme. Ah d'accord, Voilà. c'est intéressant. Et vous avez oui, c'est qu'éventuellement on pourra reproduire ce texte quand même, naturellement. Il est important, comme Très, celui de oui, Moréas. je vois ça, oui, je vois ça. Je vous remercie beaucoup. Et donc la revue blanche. Eh bien, c'est la revue blanche qui a publié l'article dont j'ai manuscrit. D'accord, Voilà. d'accord. Donc un manuscrit précieux, je vous le rends tout de suite. Je pourrais oublier de vous le rendre. Donc je vous remercie beaucoup tous, c'était très intéressant. J'ai découvert grâce à vous 3 artistes que je ne connaissais pas du tout. Et je réalise surtout que c'est un très très vaste sujet. Alors, naturellement, j'allais oublier de vous parler quand même il y en a un qui est très important, l'Autrichien Klimt quand même. On va quand même pas l'oublier lui aussi. Hein. Donc, vous voyez, c'est un mouvement extrêmement riche et on pourrait faire une année d'art et art sur le sujet, ça serait pas toujours pas épuisé. Hein. Donc, je vous remercie beaucoup de votre venue et je vous donne rendez-vous pour le prochain art et art. Oui, Bernard? Non, je voulais simplement signaler, parce que tu connais personnellement les éditions, Geneviève Clancy. Oui. Et donc, Nathalie, qui a les éditions du Champetin, qui connaît très bien aussi, vous avez une amie commune, avec Geneviève Clancy. Il y aura donc des lectures. Tu peux porter. Centre d'animation Valérie Art. Attendez, donc il faut qu'on le monte, c'est ça? C'est un rapport de symbolisme? Non, pas tout à fait. Pas du tout. Bon. Donc, Mais c'est l'actualité de l'art. bon, d'accord. Alors, donc, madame, donc, vous avez des maisons d'édition, c'est ça? Oui, c'est ça. Les Qui s'appelle? Alors, parlez-nous de votre maison d'édition. Vous êtes bien courageuse parce que c'est difficile d'avoir une maison d'édition. Donc, c'est votre maison, ça, c'est ça? Voilà, les éditions de Champetin sont mes éditions. Et- Vous avez créé ça, donc? Oui, il Ouais. y a 2 ans. D'accord. Et donc, je vois, livres. c'est des très jolis. Donc, ce sont des livres. Vous êtes spécialisé en quoi? Une collection de livres d'entretien sur le regard. Geneviève a donc bien voulu... Écrire des poèmes sur le participer. regard? Non, pas du tout des Non? poèmes, elle répond à des questions. Ah, d'accord. Ce sont des D'accord. entretiens. Ah, des entretiens, d'accord. Voilà.
Et l'autre alors? Et l'autre collection, c'est littérature, avec Catherine Binet qui viendra et Michael Lansdal, qui viendront aussi présenter, enfin signer leurs livres. Donc au centre, dans le 19e arrondissement, Paul Éluard. D'accord. Et donc les éditions, vous parliez de littérature, vous êtes spécialisé ou? Spécialisé, je Non. ne saurais le dire. Non, je veux dire, ce sont des... Quand on dit littérature, c'est des littératures d'écrivains qui sont encore vivants ou... Oui, oui, là c'était... en fait, Catherine Binet est réalisatrice de cinéma. Elle était la compagne de Georges Perec et elle a tenu un journal à bord d'un cargo après le décès de Georges Perec. Et donc c'est ce journal que j'ai publié 20 ans après. Parce que Michael Lansdal me l'a remis. Voilà. Voilà, d'accord. Alors donc, le centre d'animation Paul Éluard, 22 rue de la Villette, fait des soirées où on présente? Voilà, là c'est dans le cadre de lire en fête, lecture en fête. Oui. Une semaine nationale, je crois, autour de la lecture. Et donc j'ai organisé avec le centre Paul Éluard ces manifestations. Dans le cadre de... Ah, donc après la fête du patrimoine qui était donc le week-end dernier, là voilà, c'est lecture en fête. Lecture en fête, c'est du 10 au 16 octobre, des lectures qui sont données à travers toute la France, en tout lieu. D'accord. Voilà. Eh bien, je vous félicite et je vous souhaite bon courage. Merci. Et je vous remercie beaucoup de votre venue. Merci d'avoir passé cette information. D'accord. Donc on se retrouvera dans un mois. Vous avez Bernard, tu as la date? Je n'ai même pas la date, je vais la voir. C'est sur le site. Je vais vous donner la date du mois d'octobre. Le 12. 12. Ouais. Heureusement. Merci non, Jacques Château. 11. C'est le 11. 11, à mardi. 11. Donc merci Jacques Châtelot, merci Bernard Bois. Donc le prochain rendez-vous, non, ce n'est pas le 11, c'est le 18. 18. Nous avons rendez-vous le 18 octobre. Voilà, pour le prochain Aréa. Je remercie les internautes de nous suivre. J'ai eu l'agréable surprise de recevoir des courriers de la part d'internautes qui nous regardent et qui suivent avec attention nos débats. Donc je les remercie beaucoup. Et je remercie les différents intervenants. Donc Myriam de Palma, vous avez un joli accent. Ah, vous êtes belle, c'est un très joli accent, très très joli. Robert Doré, donc pour Armand Point. Alors, Véronique Dumas pour Osbert. Et Hélène Janin qui nous a fait part de son univers symbolique, tout à fait personnel. C'était aussi intéressant, ça fait partie du symbolisme. Je vous remercie et donc au 18 octobre. Au revoir.